de recherche doctorale pour lesquels j'ai effectué un travail de terrain au Sénégal pour une durée compréhensible de 12 mois entre 2011 et 2013. Donc l'objectif de ma présentation aujourd'hui est de discuter du rôle croissant des entreprises laitières dans l'action publique de développement et de mettre notamment l'accent sur l'intérêt d'étudier les interactions entre ces entreprises laitières, les systèmes d'élevage locaux et les modèles de développement locaux. Donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais on l'a déjà beaucoup dit, depuis les années 2000, il y a un intérêt croissant des entreprises laitières pour les marchés africains, pour tout un tas de raisons qui viennent déjà d'être explicitées. Donc cet intérêt se traduit, se reflète également envers les laits locaux et les systèmes locaux de production. Et c'est là pour un ensemble de raisons. Bon, une première raison, c'est la volatilité des prix de la poudre de lait, qui est très accentuée, notamment, ça a été très accentué notamment en 2008 et les années suivantes, ce qui pose un problème d'approvisionnement également pour les entreprises. Puis une deuxième raison, c'est aussi la possibilité de satisfaire le marché de niche avec des produits à base de lait local à plus forte valeur ajoutée. Et puis la troisième raison, c'est la nécessité de promouvoir une image vertueuse de l'entreprise vis-à-vis de l'opinion publique et aussi de ses qualités comme dans les arènes de développement. Donc pour ouvrir un débat sur ces questions, sur ces dynamiques, je vous propose d'analyser l'étude des cas d'une laiterie industrielle qui collecte du lait pastoral au nord du Sénégal. Et je propose de questionner en fait la portée de son modèle de social business, à la fois en termes d'innovation économique, organisationnelle et aussi politique. Donc la laiterie du Berger, un business innovateur qui a été fondé en 2006 par un jeune vétérinaire sénégalais qui est parti de la dénonciation des effets négatifs de l'importation des poudres de lait détaxé et a démarré ainsi une activité de collecte et de transformation du lait pastoral. Donc il s'agit d'une laiterie industrielle avec une capacité de transformation supérieure à 10 000 litres à jour et qui est basée dans la ville de Richard Toll, donc à proximité avec l'industrie sucrière locale qui est le plus grand agrobusiness du Sénégal. Et la laiterie a monté progressivement un réseau de collecte qui permet de collecter du lait pastoral auprès de plusieurs centaines de pasteurs qui vivent dans un rayon de 40 km autour de la ville. Donc si on regarde la trajectoire de la laiterie depuis sa création aujourd'hui, on voit que dans sa première phase de démarrage, donc entre 2006 et 2008, la laiterie transformait uniquement du lait local. Et pour produire une palette de produits assez diversifiés et assez chers, qui étaient ainsi destinés aux consommateurs urbains aisés. Donc, dans cette première phase, la collecte a été beaucoup en dessus de la capacité de transformation de l'usine. Donc, une moyenne de collecte d'environ 1000 litres à jour sur ces 2 premières années. Et donc, par rapport à la capacité de transformation de 10 000 litres à jour, c'est pas rien. Et donc, la laiterie a connu très vite des problèmes de rentabilité financière assez importants. Donc, c'est ce qui l'a amené en fait à aller à la recherche des partenaires pour soutenir son modèle de développement. Et c'est ainsi qu'en fait, en 2009, ces difficultés ont été partiellement résolues par l'entrée dans l'actionnariat de la laiterie du Berger des Danone Communities, qui est la fondation du social business du groupe multinational Danone. Donc cette adhésion a amené des changements très significatifs dans les modèles de développement de la laiterie. Donc évidemment, en premier, l'adoption du modèle de social business, qui est un modèle économique qui conçoit la réalisation d'objectifs sociétaux comme la véritable vocation d'une entreprise et qui donc engage en fait à réinvestir les éventuels bénéfices dans l'activité, les éventuels bénéfices réalisés par l'entreprise elle-même. Ensuite, il y a eu l'inclusion de la poudre de lait dans les processus de transformation, ce qui a permis en fait de découpler la production industrielle de la collecte laitière. Un autre facteur important a été le changement du segment des marchés sur lesquels se positionne la laiterie. Donc, dans le marché, on a dit destiné plutôt aux urbains aisés,
au marché populaire, très populaire des yaourts et des laits caillés qui étaient jusqu'à dominés par les transformateurs de poudre de lait. Et donc aussi la création d'une nouvelle marque qui était beaucoup plus attractive pour les marchés populaires, Dolima. Donc vous voyez l'affiche juste à côté. Et ensuite, il y avait aussi la promotion d'une stratégie marketing très efficace, avec des publicités de succès, et la création d'un réseau de distribution très étendu sur tout le pays. Donc le modèle social business a été extrêmement efficace dans la mobilisation d'un ensemble d'acteurs qui supportent les projets de la laiterie. Donc je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc la multinationale Danone, puis des fondations de social business et d'investissement solidaire, mais aussi des ONG, des bailleurs de fonds et des coopérations internationales. Donc c'est grâce aussi à... Laissez le volume. Bon. Il faut changer le micro aussi, hein, si on peut. Je ne sais pas si c'est les batteries, c'est moi qui... Donc, grâce à cette coalition, en fait, la laiterie du berger est devenue en l'espace de quelques années, donc en 2014, deuxième industrie laitière du Sénégal. Donc la laiterie du berger opère dans un milieu semi-aride qui est caractérisé par une forte variabilité climatique. Donc on est sur une pluviosité qui oscille entre 200 et 300 mm sur les derniers 50 ans, avec une très forte variabilité interannuelle toutefois. Donc c'est aussi un contexte où les systèmes d'élevage ont été profondément impactés par les interventions du développement. Donc il y avait historiquement, la vallée du fleuve était utilisée à la fois par les agriculteurs et par les pasteurs. Les pasteurs, ils transhumaient en saison sèche et puis passaient la saison humide dans l'arrière-pays. Donc ce qui leur permettait en fait d'accéder à une alimentation de qualité pour leurs bêtes à la fois en saison sèche et en saison humide. Et ce système-là, de transhumance, valorisait aussi les complémentarités entre les systèmes agricoles et les systèmes d'élevage, notamment l'échange de résidus de culture contre la fumure, et puis l'échange de céréales contre le lait. Donc à partir des années 50, ces modèles locaux d'usage des ressources naturelles ont été bouleversés par des interventions de développement, donc des interventions majeures. Donc la construction d'un réseau de forage hydraulique dans l'arrière-pays, et puis l'aménagement de la vallée comme un espace exclusivement dédié à l'agriculture irriguée. Donc, du fait de la exclusion des ressources de la vallée, les pasteurs se sont stabilisés dans l'arrière-pays autour des forages et sont devenus plus dépendants des pâturages très variables dans les temps et dans l'espace de la zone sèche. Donc les transhumances saisonnières ont été aussi remplacées par une mobilité opportuniste qui se fait au prorata de l'épuisement des pâturages autour des forages hydrauliques. Donc en conséquence, les pasteurs ont inclus, donc là je rejoins la présentation de Serge, ont inclus l'usage des aliments industriels qu'ils utilisent pour compenser à la fois la perte qualitative de l'alimentation de leur bétail et aussi la forte variabilité interannuelle des pâturages. Donc, dans ce contexte, les principaux défis pour la laiterie du berger, c'est d'essayer de compenser ou de réduire en fait, la forte variabilité saisonnière de la production, ce qui a une conséquence à la fois du climat, mais aussi des choix politiques comme on vient de les voir. Donc la laiterie se retrouve avec une collecte largement excédentaire en période humide et une collecte généralement déficitaire et donc très chère en saison sèche. Donc les modèles qu'elle propose, c'est un chemin d'intensification classique, en mettant des intrants alimentaires à disposition des pasteurs avec un mécanisme de crédit. Donc on a deux intrants principaux, donc les résidus de culture de la canne à sucre, donc qui sont offerts par l'industrie laitière locale, qui est aussi un allié stratégique de la laiterie du berger et qui a un intérêt à promouvoir son image parce qu'elle a des relations historiquement tendues avec les pasteurs à cause de ces dynamiques en plus en termes d'occupation du foncier. Et puis les aliments de bétail industriel, les aliments concentrés. Donc entre 2011 et 2013, en fait, j'ai étudié les stratégies de manière assez approfondie, les stratégies
productive des 6 familles élargies de pasteurs qui résident dans les bassins de collecte de la laiterie du berger. Et j'ai notamment focalisé sur leurs attitudes vis-à-vis de la nouvelle opportunité de commercialisation laitière. Donc, ce que j'ai constaté, en fait, c'est que la collecte laitière est très rentable pour les pasteurs en saison humide, parce qu'à cette période, en fait, la production de lait ne demande pas l'usage d'entrants alimentaires, et les vaches sont aussi occupées de la lactation. Donc, c'est une nouvelle opportunité marchande vraiment de grand intérêt pour les éleveurs, parce que sur les marchés locaux, dans l'arrière-pays, les laits étaient vendus à un prix très très bas. Ou pas vendu du tout même. Les éleveurs, les pasteurs laissaient plutôt les laits au veau. Toutefois, en fait, durant la saison sèche, la vente laitière n'est rentable pour les pasteurs uniquement quand les pâturages naturels sont disponibles. C'est-à-dire quand ces derniers sont progressivement épuisés, donc plus ou moins tôt en fonction de la qualité de l'hivernage précédent, les revenus laitiers que les éleveurs et les pasteurs tirent de la vente laitière ne couvrent pas les coûts des intrants alimentaires nécessaires à alimenter ne serait-ce que les vaches laitières. Donc ici, durant au moins une partie de la saison sèche, les laits locaux est souvent vendus à perte par les pasteurs qui acceptent de stabiliser au moins une partie de leur laitière. Donc, pour comprendre en fait pourquoi certains pasteurs, parce que pas tout le monde le fait, acceptent de participer à la collecte de la laiterie, il faut considérer d'autres paramètres que la simple rentabilité économique de la vente. Donc, un premier facteur, c'est le fait que continuer à approvisionner de manière continue la laiterie, c'est un moyen pour sécuriser l'écoulement du lait en hivernage. Donc, quand la laiterie est débordée en hivernage, elle collecte prioritairement les éleveurs qui sont fidèles. Et donc, c'est particulièrement une bonne stratégie pour les gens qui ont un grand troupeau, qui peuvent s'endetter, mais après, avec la production abondante d'hivernage, ils peuvent rembourser et attirer aussi un bénéfice. Un deuxième facteur très important, c'est que c'est un moyen pour obtenir, la collecte, c'est un moyen pour obtenir des intrants alimentaires afférents, ce qui est absolument stratégique pour les éleveurs, et notamment durant les années de saison sèche, enfin de sécheresse. Donc, comme on l'a observé, je l'ai observé par exemple en 2012, où en fait les pasteurs se sont endettés de manière très très importante, sans considération par rapport à leur capacité de remboursement, parce que le but était de sauver les vaches laitières et les veaux qui sont le futur de l'exploitation. Et ça, c'est particulièrement important pour les pasteurs qui ont un petit troupeau et qui ont du mal à accéder à l'aliment du bétail sur les marchés. Et puis, troisièmement, et encore, je suis à rejoindre la position de Serre, c'est qu'en fait, les éleveurs se servent de la collecte de la laiterie du berger pour confronter une stratégie qu'ils pratiquaient déjà auparavant. Donc, c'est le fait de stabiliser une partie des familles avec une partie des vaches laitières qui leur fournissent une alimentation en lait qui est absolument stratégique pour les vieilles personnes et les enfants qui ont du mal en saison sèche de se nourrir uniquement en base de céréales. Et cette stratégie a l'avantage double de favoriser à la fois d'épargner les personnes les moins habiles des exploitations, enfin des familles pastorales, mais aussi de faciliter la mobilité du reste de la famille et du reste du troupeau. Donc, malgré les moyens qui sont assez importants, qui ont été consentis au développement de ce schéma d'intensification, celui-ci n'a pas réussi en fait à vraiment réduire la variabilité de la collecte en saison sèche. Bon, cela est dû au moins en partie au fait qu'en fait les visions des éleveurs et des industriels diffèrent. Donc les industriels affirment la nécessité, par la rationalité économique de leur projet, d'intensifier davantage les systèmes pastoraux, sans toutefois tenir compte de la viabilité économique d'une telle opération. Alors que les pasteurs, en fait, utilisent l'intervention de la laiterie beaucoup pour mieux gérer la variabilité des ressources sur les parcours naturels, et ils le font en jouant sur la diversité interne de leur système. Et puis, juste pour conclure, je vais revenir en fait au point de départ. On se rapportait une lettre sociale d'Inès de la laiterie du berger et souligner aussi quelques-unes des contradictions qui sont sous-jacentes. Donc, on l'a dit, on a vu que c'est un modèle économique et organisationnel
très efficace, notamment dans la mise en coalition et la mobilisation d'acteurs et des fonds d'investissement, des fonds publics et privés. Donc là aussi, on peut se demander au bénéfice de qui en fait ces fonds sont mobilisés. Donc bien sûr au bénéfice de la laiterie du berger, mais aussi au bénéfice des Danone, qui est un actionnaire central. Et donc pour la multinationale, les bénéfices de cette opération sont multiples. Donc c'est l'acquisition d'un savoir-faire précieux de travailler sur un marché, sur la production des biens et la commercialisation dans un pays du Sahel. La construction d'une marque de succès et d'un réseau de distribution qui couvre tous les pays et qui fonctionne beaucoup sur les petits détails, donc les réseaux de boutiques. Et puis aussi, voilà, la construction d'une entreprise qui, quand même, en quelques années, même si elle a des problèmes de rentabilité, elle est devenue le deuxième acteur national des produits laitiers. Donc, une deuxième contradiction, c'est qu'en fait, on a vu que la laiterie du berger crée des opportunités importantes pour les pasteurs. Donc, la vente du lait d'hivernage est absolument centrale pour les pasteurs qui l'approvisionnent. Et aussi l'obtention d'entrants en saison sèche. Mais cela, en fait, c'est fait, la contradiction sous-jacente à cela, c'est le fait qu'en fait, la laiterie apporte un soutien indirect aussi au modèle dominant de l'aménagement de l'espace et de gestion des ressources naturelles. Et le point le plus évident de cette contradiction, c'est l'alliance stratégique entre la laiterie et l'industrie sucrière locale. Ce qui est, en fait, elle fournit l'industrie sucrière, elle fournit des pailles de canne à sucre, mais elle procède également à des extensions de ces domaines d'agriculture sur le terre de parcours. Donc, depuis 2010, il y a eu 5000 hectares qui ont été aménagés. Donc, la contradiction réside dans le fait qu'on donne, en fait, on met à disposition des intrants, enfin, des résidus d'agriculture qui sont payants, ne serait-ce que par les coûts logistiques de leur déplacement. Et on soustrait des ressources pâturées qui sont en accès libre. Et donc, en fait, voilà, il reste, juste pour conclure très rapidement, il reste, à mon avis, très important de monitorer pour le futur de ces systèmes pastoraux, cette dynamique de nouvelles colonisations agricoles qui porte en fait l'agrobusiness à déplacer l'eau de la vallée du fleuve qui est désormais complètement cultivée, et à y arriver en fait, des terres de pâture qui sont dans l'arrière-pays directement. Et aussi, c'est aussi plus en général en fait, la nécessité de repenser en fait, l'aménagement de l'espace et la gestion des ressources et de penser autrement la relation entre agriculture et élevage. Et plus en général, cela ça signifie à mon avis de favoriser en fait, un usage flexible et saisonnier d'espaces écologiques qui sont